Après Sherlock Holmes par Guy Ritchie, après Sherlock Holmes sur la BBC, après Sherlock Holmes fait du surf, voici Sherlock Holmes, si mon frère en avait, on l'appellerait ma sœur. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du nouveau long métrage qui vient d'arriver sur Netflix qui s'intitule Enola Holmes. Il faut savoir que c'est un film qui était à l'origine destiné aux salles de cinéma, au grand écran, mais tout simplement à cause d'un événement qu'on appelle la grosse fucking pandémie sa mère, eh bien toutes les cartes de la distribution, de la production et donc de la diffusion des films de cinéma ont été rebattues et le film a donc été racheté par Netflix qui va se charger de le mettre en ligne dans le monde entier. I'm presently on the way to collect my brothers, Mycroft and Sherlock. Yes, Sherlock Holmes, the famous detective, my genius brother. He will have all the answers. Enola. De quoi cause Enola Holmes? Eh ben, ce qu'il faut dire avant tout, c'est que c'est l'adaptation d'une série de romans qui ont été écrits par Madame Springer aux États-Unis, ou en Angleterre, enfin en tout cas certainement pas en Albanie, qui parle donc de Enola Holmes, qui est la petite sœur inventée pour l'occasion de Sherlock et de Mycroft Holmes, qui a été laissée aux bons soins de sa mère, veuve, et qui a été éduquée non pas comme une lady ou pour devenir une grande dame de la bourgeoisie ou de l'aristocratie britannique, non, absolument pas, mesdames et messieurs, on l'a plutôt entraînée à devenir une espèce d'amazone des enfers, ultra cultivée, d'une grande autonomie d'esprit, très douée, très maligne, très entraînée à la déduction, à la réflexion, à penser hors d'elle-même et contre elle-même, mais elle a également un entraînement physique de tous les diables, et en gros elle est capable de vous mettre une bonne déculottée comme on n'en reçoit pas souvent. Ça en fait donc un personnage qui évidemment est à contretemps de son époque et qui est pensé, conçu pour, on va dire, incarner très littéralement les problématiques féministes de son temps, puisque c'est la période dans laquelle au Royaume-Uni, les femmes commencent à réclamer du pouvoir politique. C'est d'ailleurs une des sous-intrigues principales du film qui nous intéresse. Film qui adapte donc le premier roman de la franchise Enola Holmes, le premier roman qui s'intitule La double disparition. Et voilà, donc ce personnage qui est devenu, on va dire, un des produits dérivés les plus importants autour de Sherlock Holmes. Donc, eh bien, tout simplement, ce film va mettre cette jeune femme aux prises avec deux énigmes. Eh bien, le matin de ses 16 ans, sa mère a disparu, mais lui a laissé derrière elle une petite traînée d'indices pour qu'elle essaye de comprendre ce qui lui est arrivé. Et alors qu'elle part à la recherche de l'autrice de ses jours, elle tombe nez à nez avec un jeune lord, avec un marquis anglais qui lui-même est en fuite, puisqu'il est convaincu d'être l'objet d'un sombre complot ourdi par on ne sait qui pour mettre fin à ses jours et le transformer en pâté de couenne. Et donc, notre jeune Enola Holmes va tenter tout simplement de résoudre ces deux énigmes, et c'est donc ce qui va constituer le nœud de l'intrigue, n'est-ce pas ? Alors si vous êtes d'accord, et puis même si vous n'êtes pas d'accord, parce que vous n'avez pas le choix, je vais d'abord vous dire quelles sont à mon sens les limites, les petits problèmes du film, et ensuite seulement vous dire tout ce qui m'a plu, parce qu'il y a aussi pas mal de trucs qui m'ont intéressé dedans. Alors en gros, comme je vous le disais, c'est une adaptation littéraire. Le problème central d'une adaptation littéraire, quand elle est un peu paresseuse, et c'est le cas ici, c'est tout simplement qu'on se retrouve avec un scénariste qui se dit « Ouais, bon, moi j'ai pas envie de réécrire tout le bousin, de repenser l'organisation, le schéma, la structure du récit, je vais garder comme c'était dans le roman. » Et dans le cas présent, quand il s'agit d'un texte rédigé à la première personne, eh ben vous vous retrouvez avec énormément de voix off, avec énormément d'apartés, de brisage intempestif du quatrième mur, alors que notre héroïne s'adresse au spectateur, parce qu'on n'a pas voulu repenser, réécrire et se dire tiens, adaptons ce récit au médium cinéma. Non, donc tout simplement ça donne cette structure très lourde, extrêmement bavarde, où on a un personnage qui s'adresse à nous continuellement, qui commente l'action, mais qui aussi la fait avancer ou reculer en nous donnant des éléments de contexte et en nous permettant de saisir, on va dire, le sens entre deux ellipses. C'est très dommage, et c'est un truc qu'on reprochait déjà il y a quelques jours à The Devil All the Time, qui est également sorti sur Netflix, tout simplement parce que c'est un cinéma qui est très mécanique, qui est vraiment épais. Alors attention, moi j'ai rien contre la voix off en tant que telle, il y a des films comme Boulevard du Crépuscule par exemple, où c'est un véritable élément de narration et où ça a été pensé pour le médium cinéma, dans ce cadre-là, c'est très intéressant. Mais c'est vraiment pas le cas avec Enola Holmes, et c'est quand même assez dommage. Il y a un autre problème aussi, c'est que la mise en scène, si elle est pas dégueu, attention, le film n'est pas horrible, il est très lisible, assez clair. Je dirais même que la photo, sans être transcendante du tout, et au moins elle tranche un petit peu avec, vous savez, cette espèce d'étalonnage numérique un peu ouaté qu'on trouve dans plein de productions Netflix, et qui, moi en plus de pas le trouver très beau, m'agace un peu, parce que j'ai l'impression qu'il est très systématique quand même à notre époque. Donc voilà, au moins l'image est un peu différente, je la trouve qu'elle est pas mal. Voilà, ça c'est pas désagréable. Non, mon vrai problème avec la mise en scène, au-delà du fait qu'elle est un peu plan-plan, qu'elle est à peu près aussi excitante qu'une sextape de François Hollande, le vrai problème de la mise en scène, c'est qu'elle ne se pose jamais la question de l'intellect de son personnage.
Et c'est un problème quand votre héroïne est de la famille Holmes, c'est que son intellect il est censé être au centre du récit, vu que notamment dans cette histoire elle va vraiment pour la première fois mettre en œuvre des stratégies de déduction, de réflexion. Et regardez, prenez par exemple les Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. réalisés par Guy Ritchie. Bon, personnellement, moi ce sont des films que je déteste, qui me rayent le cristallin à chaque fois que je les vois ou qu'on me force à les regarder. Oui, je fais partie d'un club masochiste où nous regardons des films de Guy Ritchie. Néanmoins, ce sont des films qui se posaient en termes de mise en scène et en termes de cinéma, de montage, comment représenter le fonctionnement du cerveau du héros. Rappelez-vous, ces moments de baston où il anticipe tout ce qui va se passer, où il calcule les effets de tel geste, de tel mouvement, de telle esquive, de telle attaque. Moi, je trouve le procédé passablement gerbulatoire. Néanmoins, c'est un vrai questionnement de cinéma. On sent que Guy Ritchie s'est dit, tiens, moi, pour représenter comment réfléchit Sherlock Holmes, je vais faire comme ça. Et c'est quelque chose qui ne peut être utilisé que via un médium cinématographique. Donc au moins, c'est une réflexion intéressante. Et là, on n'a pas ça. C'est-à-dire que quand elle va réfléchir, quand elle va connecter des trucs, soit on va très très vite parce qu'on ne sait pas trop comment l'expliquer, soit on se contente de la filmer, comprenant les choses et faisant genre « Oh, mais élémentaire, mon cher Watson !» Sauf qu'il n'y a pas de Watson. Ah là là, fragmentaire, mon cher Watson. Bref, c'est assez dommage. Voilà, donc ces éléments font que le film peut pas être beaucoup plus que ce qu'il a l'ambition d'être, à savoir un petit film adressé aux ados et à la jeunesse, ou en général, on va dire, à des spectateurs qui veulent juste se divertir très superficiellement. Néanmoins, il y a ici et là des qualités qui sont assez intéressantes. La première, je dirais, c'est dans les scènes d'action. Elles sont pas très nombreuses, attention, hein, on n'est pas chez Michael Bay, hein, détendez-vous, mais il y a plusieurs scènes physiques. Épique, c'est peut-être un grand mot, mais voilà, qui mettent en avant de l'action des personnages. Je trouve qu'elles ont deux qualités. Déjà, elles sont plutôt vives, plutôt enlevées, elles sont assez marrantes, et surtout, elles sont toujours utilisées pour faire progresser l'héroïne. C'est-à-dire que c'est pas juste des trucs qui ont été greffés pour vous réveiller, pour pas que vous vous endormiez entre deux monologues interminables. Non, ce sont des moments où on met en scène vraiment ses conflits intérieurs, ses enjeux, et comment elle progresse comme personnage, comment elle se développe, s'émancipe, grandit. Et du coup, ce sont des scènes qui ont un minimum de sens et qui nous racontent des choses en dehors de va-t-elle ne pas mourir dans cette poursuite à bord d'un train ? Parce qu'a priori, elle va pas mourir. Mais voilà, ce sont des scènes d'action qui du coup sont assez ludiques et moi je les ai trouvées plutôt plaisantes. Une des réussites du film, c'est la partition de Millie Bobby Brown. Il faut savoir que moi je partais pas gagnant, hein. En ce qui me concerne, Stranger Things c'est à peu près aussi plaisant que vomir des rognures d'ongles pendant 8 ans. Et donc tout simplement, j'étais pas en mode genre ouais super, je vais retrouver cette comédienne. Bah le fait est qu'elle est excellente, vraiment. Elle a un jeu qui est très enlevé, qui est très dynamique, elle est toujours juste. Je trouve qu'elle en fait jamais trop, même dans les moments où son personnage, et c'est assez logique, c'est une ado qui on va dire en pleine montée de puissance quoi, qui est en train de se réaliser. Donc c'est normal qu'elle y aille à donf, et même là elle en fait pas trop. Je trouve qu'elle jauge très très bien comment faire exister cette héroïne, et vraiment elle fait un beau boulot. Avec Henry Cavill aussi notamment, qui joue donc Sherlock Holmes, son grand frère, et ça c'est intéressant. Et d'ailleurs, j'allais vous parler de la relation entre les deux, mais en fait il faut parler de tous les personnages, parce que bien sûr, le film traitant d'une héroïne à l'époque victorienne, au moment où se pose la question de l'émancipation et du rôle politique des femmes dans la cité, vous vous doutez bien que c'est un film qui va parler de féminisme. Je vais pas vous l'apprendre, ces dernières années, il y a autant de longs métrages qui ont pris à bras le corps ces questions pour en faire des sujets passionnants que de films qui ont été très opportunistes et qui ont essayé de surfer sur une vague sociétale. Je pense par exemple à Ocean's 8, qui en la matière est quand même un espèce de contresens incroyable et détestable, mais donc du coup il y avait un vrai enjeu, comment le film va aborder ce sujet. Et ben contre toute attente, je trouve qu'il le fait avec beaucoup plus de finesse que ce que je redoutais, tout simplement parce que bien sûr on va parler des femmes et de leur rapport aux hommes et au monde, mais premièrement le film n'est pas binaire, il est même assez nuancé parce qu'on nous présente des femmes qui vont être en gros on va dire des suffragettes de l'extrême, d'autres qui vont se poser la question de moi comment à titre personnel et individuel, je vais réussir à m'en sortir dans cette société. Puis d'autres qui vont s'engager. Bref, il y a toute une galerie de personnages assez nuancés et je trouve ça plutôt plaisant. Et là aussi où le film est malin, c'est qu'il est assez nuancé dans les rapports d'Enola avec les personnages masculins. Par exemple, Mycroft, l'aîné du clan Holmes, représente, on va dire, une espèce de conservatisme très structuré, très hiérarchisé, très vertical. Et bon, pas très nuancé, il faut bien le dire, mais Sherlock, par exemple, il y avait un risque, vous savez, de faire du coup une opposition binaire entre les deux frangins en disant « Oh mais Sherlock, il est gentil, il est progressiste, il veut aider sa petite sœur ». Et c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de respect pour elle, beaucoup d'empathie et de chaleur humaine à son endroit, parce qu'il la considère comme respectable du fait de son intelligence. Et en fait, il se pose pas ou peu la question du genre, de sa condition de femme, et c'est elle qui va un petit peu l'amener à ça, mais pas totalement non plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans un espèce de conte woke, progressiste ou quoi que ce soit. Bien sûr, c'est une des thématiques du film, c'est indéniable, mais c'est fait, je trouve, avec plus de finesse que ce qu'on pouvait redouter. Du coup, c'est assez plaisant, et ça donne des personnages plutôt charpentés et plutôt intéressants dans leurs évolutions. Par exemple...
y a une relation qui est assez jolie avec le jeune marquis que j'évoquais plus tôt lorsque je vous parlais de l'intrigue. C'est-à-dire qu'on ne joue ni oh bah regardez quand même, on lui a trouvé un petit copain parce que bon, on ne fait pas un film misandre, et on joue pas non plus le eh bien non, ils n'auront aucun rapport et ils n'auront aucune connexion parce que vraiment, on veut dire ouais, girl power. Non, le film trouve un espèce d'entre-deux qui est pas évident, alors des fois qui est assez maladroit, hein, mais que je trouve assez plaisant. Ensuite, moi, ce qui achève de me rendre le film sympathique malgré tous ses défauts, on va dire c'est la filiation qu'il assume avec quelques glorieux aînés pour lesquels j'ai énormément de tendresse. Je pense notamment à des films comme Élémentaire, mon Sherlock Holmes, qui est un des meilleurs titres traduits de films américains en français. Élémentaire, mon Sherlock Holmes. Si vous l'avez pas vu, foncez, c'est excellent. Je pense aussi, mon Dieu, comment ça s'appelle, Au secret de la pyramide, et à d'autres films qui ont, on va dire, retravaillé, repensé l'héritage de Sherlock Holmes. Alors, ils sont bien meilleurs que Enola Holmes, hein. C'est indiscutable, c'est vraiment le cas, bien sûr. Néanmoins, quand bien même ils sont bien meilleurs qu'Enola Holmes, on sent que le film essaye un peu de se placer dans leur pas, et je trouve ça agréable. De même, il y a une petite vibration qui est pas très loin de l'ouverture de La Dernière Croisade, et vous comprendrez pourquoi quand vous aurez vu le film, parce qu'il y a une scène en train qui est pas aussi virtuose, évidemment, que l'ouverture du 3e épisode de la saga Indiana Jones réalisé par Steven Spielberg, dans lequel River Phoenix a fait un de ses rôles les plus brefs, mais les plus marquants. Non, vraiment, voilà, il y a comme ça des petits parallèles, des petits croisements, ou avec la série Young Indiana Jones, par exemple, que je trouve touchant. C'est pas totalement abouti, ça ne peut pas prétendre aller aussi loin, c'est une évidence. Et pourtant, néanmoins, je trouve que ça confère au film quelque chose d'assez vivant, d'assez tendre, d'assez dynamique. Come on! Unlike most well-bred ladies, I was never taught to embroider. I was taught to watch and listen. Enola Holmes sur Netflix. C'est un petit film qui a des défauts, on va dire, de paresse d'écriture, de paresse de production, dont la mise en scène est propre, mais pas inspirée ni inspirante, néanmoins qui est porté par des comédiens qui sont plutôt excellents, une écriture des personnages qui est pas inintéressante du tout, et un rapport au monde que je trouve assez charmant et plein de références qui plairont aux anciens comme moi qui ont apprécié les films des années 80 et 90 qui traitaient de ce genre de personnages un peu remis au goût du jour, un peu décentrés. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de vous abonner, de taper sur la cloche, de liker, de laisser des commentaires. Si elle vous a plu, dites-le nous. Si elle vous a déplu, insultez nos mamans pendant que je m'occupe de la vôtre.